effectivement, l'environnement, c'est le lieu avec lequel on interagit. Donc c'est très important pour la personne. On a vu tout à l'heure qu'il y a des éléments de stabilité à respecter, mais aussi de sollicitation. Et donc un environnement qui est pauvre, qui est peu stimulant, qui est non familier, va avoir un effet délétère à la fois sur le plan cognitif, parce qu'il sera trop peu sollicitant, parce que la personne ne saura plus comment interagir avec un environnement qui ne lui est pas familier, dans lequel il ne sait pas s'orienter. À l'inverse, un environnement étayant va permettre une mise en œuvre facilitée des fonctions préservées au niveau cognitif, mais aussi, comme l'a dit, apaiser les troubles psychocomportementaux. Donc le jardin, il a des bénéfices multiples, d'abord parce qu'il apporte une richesse sensorielle, aussi bien au niveau de l'odorat, du goût, si on y dispose même des petits fruits comestibles, des textures aussi, des couleurs, et puis il est toujours renouvelé. C'est un univers mouvant. La lumière du jour, le vent, le soleil, la floraison va le rendre en permanence intéressant et attrayant par rapport à un univers plus figé à l'intérieur. Au-delà de cette richesse sensorielle, effectivement, le jardin, c'est un lieu d'activité. Donc c'est un lieu qui va permettre de prendre de l'exercice physique à son rythme, en faisant des pauses, mais donc de solliciter la marche, et on sait tout le bénéfice que l'on peut en retirer à la fois sur les fonctions cardio-circulatoires, mais aussi cognitives. C'est aussi effectivement des bénéfices en termes de maintien de l'équilibre, de prévention des chutes. Tout ceci est évidemment très important dans ces pathologies-là. Au niveau psychocomportemental, on en a parlé tout à l'heure, l'anxiété est un symptôme important, et cet univers familier, on a tous une expérience de nature, même si on est un citadin pur jus, si je puis dire. Et donc, il y a une familiarité de l'expérience de nature qui est acquise depuis l'enfance et qui est donc bien sûr sollicitée dans cet environnement de la nature et du jardin. On voit aussi des bénéfices justement sur l'apathie, à condition d'aménager le jardin avec des centres d'intérêt, des points attrayants. On voit aussi des effets bénéfiques sur la dépression. Autre point intéressant, l'exposition à la lumière du jour, on a parlé tout à l'heure du sommeil, mais apporte aussi une resynchronisation des rythmes veille-sommeil, avec donc moins de troubles du sommeil en soirée ou dans la nuit. Donc des bénéfices qui sont déjà très importants, mais aussi des bénéfices cognitifs. Et là, ça va dépendre de la conception du jardin, qui doit être aménagé d'une manière très spécifique, en tenant compte d'un site, d'une typologie de personnes accueillies dans la clinique ou dans la résidence, et de leurs besoins de santé, mais aussi des souhaits et des ressources de l'équipe pour s'approprier le jardin, car c'est très très important qu'il y ait une dynamique d'appropriation du jardin. Donc on va pouvoir introduire des références culturelles, à la fois en termes de végétaux qui vont rappeler les jardins de l'enfance, mais aussi des traditions locales qui vont pouvoir être illustrées dans la végétation et dans des œuvres d'art, pour créer un jardin attrayant tout au long de l'année, même quand la végétation se dépouille, et qui soit stimulant au quotidien. Donc ça, c'est très très important, cette phase de conception. Et ce qui est aussi un constat, c'est que le jardin, il est plébiscité par les visiteurs, les familles, les proches. Il facilite leur présence, la longueur des visites, la venue des jeunes enfants. C'est aussi une interface très intéressante avec le monde extérieur. Et le monde de la cité, les bénévoles sont effectivement très attirés par venir proposer des activités dans le jardin. Donc, activités à la carte, sortir quand on veut, à son rythme, mais aussi des activités avec l'équipe. Chaque professionnel, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, va pouvoir se servir du jardin comme d'une médiation pour des activités, soit en individuel, soit en petit groupe. Donc, vraiment un atout à ne pas négliger. Effectivement, c'est vraiment un point fondamental, la conception et la méthodologie, car si on ne suit pas un certain nombre de recommandations qui ont été établies avec des travaux scientifiques, le jardin peut ne pas correspondre aux objectifs. Donc chaque site, chaque projet de soins et de vie va devoir être pris en compte avec ses atouts, ses contraintes. Et donc une première phase, c'est une auto-évaluation du site, avec justement à la fois l'espace, comment il est disposé, quelles sont ses qualités, ses contraintes éventuelles, quelles sont
les ressources de l'équipe et quels sont aussi les souhaits. Donc la première étape que nous proposons, c'est une auto-évaluation à l'aide d'un logiciel spécifiquement conçu pour ceci, qui nous permet d'avoir les informations de base. Ensuite, en deuxième étape, on va s'intéresser justement aux souhaits et interroger les résidents ou patients de la clinique ou de la résidence, l'équipe, bien sûr, avec tous les professionnels, et aussi les visiteurs. Et avec toutes ces informations-là, on va voir ce qui est possible de suivre ou ce qui ne correspondrait pas en fait aux besoins réels des personnes accueillies. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi, s'il s'agit notamment de personnes avec des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, on va introduire ces références socio-culturelles partagées qui vont donner des sujets de communication, de conversation entre les personnes et l'équipe, qui vont permettre de faire du lien, de mettre de la vie entre les personnes qui vont dans le jardin. Donc là, c'est aussi adapté à chaque région, à la fois sur le plan climatique et pour les plantes, mais aussi à ces références culturelles qui vont être illustrées dans la végétation et dans les œuvres d'art. On va aussi travailler sur l'orientation spatiale, réfléchir aux plans de circulation, fournir des itinéraires variés, des choix d'orientation, mais aussi des points de repère pour diminuer le sentiment d'anxiété spatiale. Lorsque la personne a un environnement qui n'est pas lisible, comment je retourne voir les infirmières si j'ai besoin de quelque chose, si ça n'est pas lisible, eh bien la personne ne sortira pas parce qu'elle aura tout simplement peur de se perdre dans cet espace extérieur. Donc ça, c'est une autre étape. Et puis donc il y a la visite sur site pour vraiment expertiser en détail le lieu, bien rencontrer l'équipe et faire cette approche aussi de design basé sur la preuve, de design thérapeutique avec cette dimension artistique dont j'ai déjà parlé. Et puis, la dernière évaluation experte, mais non la moindre, c'est l'évaluation, bien sûr, paysagère et agronomique avec une analyse de la biodiversité. Donc, on peut aussi proposer cela, d'évaluer donc le patrimoine végétal présent et de voir comment l'enrichir, comment apporter effectivement une richesse qui va permettre d'attirer les pollinisateurs, et on sait maintenant leur importance, mais aussi qui va donner au jardin la capacité de rayonner au-delà de l'établissement et d'être un facteur de bonne santé environnementale pour tout le quartier ou pour toute la zone qui l'entoure sur donc quelques kilomètres. Voilà. Et on sait que ces démarches-là sont tout à fait importantes dans les plans santé-environnement, par exemple, qui sont déclinés au fil des années, cette prise en compte de la dimension biodiversité. Voilà, donc les étapes qui nous attendent pour le premier projet pilote, voilà, qui va donc démarrer en région parisienne à l'établissement des Pastoraux avec un très beau site déjà sur le plan végétal, et puis la possibilité d'étendre notre démarche à l'ensemble du groupe en évaluant grâce à ce logiciel le patrimoine déjà présent et en proposant une réflexion sur l'établissement de demain avec notamment donc ces éléments environnementaux à intégrer.